Bonsoir à tous, c'est l'heure d'hiver. Donc je vais être un petit peu décevant parce que je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. C'est le problème quand on arrive à la fin. Vous m'entendez pas? C'est le problème quand on a... Il y a un retour, c'est bon? Quand on arrive en fin d'après-midi, c'est qu'il y a pas mal de choses intelligentes qui ont déjà été dites. Donc il se pourrait que je fasse des renvois aux autres présentations sur certains points et conclusions qui recoupent certains des points qui ont été vus sur les pratiques d'écoute de musique. Donc, et notamment sur la méthodologie, Laurent Lafont a déjà anticipé certaines des choses que je vais présenter ici. Donc cette communication a pour objectif de rendre compte de premières pistes de recherche exploratoires sur une tentative de mise à jour de mon travail doctoral qui m'a occupé 4 bonnes années entre 2005 et 2009 et qui portait sur l'articulation entre l'évolution des pratiques d'écoute de musique enregistrée et l'évolution de la filière phonographique. Et donc là, une tentative de mise à jour, finalement, c'est appel à communication a été pour moi l'occasion de remettre les mains dans le terrain, ce qui est pas désagréable d'ailleurs. Et donc une opportunité de réinterroger la pertinence des conclusions auxquelles j'étais arrivé en 2009. Donc en 2009, une partie de mon corpus, enfin une grosse partie de mon terrain consistait en corpus d'auditeurs, donc 47 auditeurs sélectionnés selon sensiblement les mêmes modalités, une fois encore que Laurent Lafont, donc avec une approche générationnelle ayant connu à la fois le numérique et l'analogique. Donc 47 en 2009, de 15 à 37 ans, 20 femmes et 27 hommes. Et donc là, le travail actuellement porte sur des personnes qui ont assisté au Festival des Nuits de Fourvière. Je pense élargir mon corpus à les personnes qui pratiquent les concerts de manière générale, sachant que mon entrée n'est pas tant sur l'écoute de musique enregistrée, mais sur la pratique d'écoute au sens large, et de ne pas limiter un outil. Donc c'est pour ça que je vais recruter mes auditeurs sur les lieux de concert, pour justement être dans une perspective plus vaste qui ne s'intéresse pas seulement aux outils numériques, et de voir comment le numérique s'inscrit de manière plus générale dans les pratiques d'écoute de musique enregistrée des auditeurs. Donc le terrain est en cours. Dans les spectateurs de Nuit de Fourvière, je n'ai pour l'instant que 7 entretiens semi-directifs de 24 à 42 ans, 3 sont à venir, donc on est effectivement encore très loin de la saturation. Nous n'en sommes qu'au début. Je suis un peu seul dans mon laboratoire à travailler sur ces questions-là et je n'ai pas de financement. Un appel au crowdfunding peut-être, envisager des nouvelles formes de financement pour la recherche, mais je vais éviter de faire trop de blagues, j'ai pas beaucoup de temps. Donc notre communication, cette communication se découpera en 3 temps. Je reviendrai tout d'abord sur une certaine manière d'appréhender l'articulation entre micro-pratique et macro-structuration économique, ce qui a le double avantage, le double privilège de prendre des coups de fusil à la fois des sociologues et des économistes. Donc de 2009 à 2015, donc des tendances qui semblent se confirmer, je dis bien qu'il semble, cet entretien c'est encore une fois encore très très loin de la saturation, ce qui m'amènera à interroger un point plus particulier qui est celui de la recommandation ou des plateformes d'intermédiation, d'accès à la musique, de streaming, présenté comme nouvel Eldorado potentiel, en tout cas comme nouveau relais de croissance de la musique. Je serai amené à nuancer, en tout cas sous forme de proposition, cette situation. Et il se trouve que l'actualité récente, hasard heureux de l'actualité, me donne en partie raison, me semble-t-il en tout cas. Et enfin, je ferai une petite ouverture très courte, pas plus de 30 secondes, sur la question des mutations socio-économiques entre le temps de la technique et celui du petit homme. Les lecteurs d'Abraham Mols ont peut-être saisi la référence. Donc, avant toute chose, je voudrais revenir sur différents postulats qui ont prévalu au moment de la mise en place constitution de mon objet de recherche, de jeunes doctorants, et donc qui partaient finalement d'un double constat en forme de double étonnement, une forme de pervasivité de la musique un peu partout, de plus en plus partout, de valeurs d'usage de la musique qui vont en se diversifiant, d'une consommation de musique qui n'a jamais été aussi grande, et d'une crise aiguë de la filière phonographique, on était en 2005. Et également un changement d'échelle permis par Internet et le numérique, un changement d'échelle dans la pratique, notamment en termes de profusion. Là encore, je parle de choses que vous connaissez fort bien. On peut dire que maintenant la musique est effectivement marquée du sceau de la profusion, de la portabilité, de l'accessibilité, ce qui semble être finalement le propre de la numérimorphose, et d'une certaine manière une réalisation des prédictions de Paul Valéry il y a un peu plus d'un siècle de cela. Et là où il est intéressant de se référer à des philosophes tels que Paul Valéry, c'est de se dire que finalement la question d'accès à la profusion est un fantasme finalement assez ancien. Donc au-delà de ce que permettrait la technique, il y a surtout ce qu'elle permet d'actualiser dans quelque chose qui
je n'ose dire de quelque chose de quasi anthropologique, donc en tout cas dans le rapport qu'on peut entretenir avec la culture, que l'être humain peut entretenir avec la culture, et le besoin d'accéder à toutes les formes de culture possibles et imaginables. Donc une sorte de fantasme qui se réalise avec le numérique, mais qui n'était pas nécessairement inscrit dedans. Ça aussi, nous y reviendrons. Donc, une fois encore, difficile de soutenir que rien ne change avec le numérique, donc sans pour autant basculer dans un pur déterminisme technique, il semble difficile de soutenir que le changement de médium ne vient pas ouvrir de nouvelles perspectives à la pratique d'écoute de musique enregistrée, mais également ouvrir de nouveaux marchés pour en fermer peut-être d'autres. Schumpeter et la description créatrice l'avaient déjà bien conceptualisé. Mais quand on parle de changement, encore faut-il bien saisir où se situe le changement au niveau des pratiques. Est-ce qu'il se situe en termes de qualité, c'est-à-dire de nouvelles pratiques qui émergeraient, ou en termes d'intensité, le fait d'écouter plus de musique, davantage de références et de pouvoir découvrir davantage de contenus différents. Si on revient finalement sur la question du CD, on pourrait le considérer entre le passage de la discomorphose et la musimorphose comme un objet transitionnel d'une certaine manière. Le CD audio, c'est une forme de numérique cachée à l'auditeur qui permet de transférer les pratiques autour du vinyle tout en les faisant déjà un tout petit peu évoluer. Or, le disque, l'objet des éditeurs, l'objet CD est également l'objet des éditeurs-producteurs, l'objet du modèle éditorial. Et on voit de plus en plus émerger des modèles qui relèveraient de l'intermédiation, des modèles tournant autour des plateformes et sur lesquels, sensiblement, il semblerait non, la réalité est assez concrète de ce point de vue-là, que les éditeurs-producteurs ont un peu plus de mal et de difficultés à se positionner. Ce qui ne veut pas dire que Spotify, Deezer aient trouvé la solution de la valorisation marchande de la musique en régime numérique, là aussi nous y reviendrons, et que la recommandation soit finalement le moyen, les outils de recommandation très... basés sur des outils algorithmes très, je ne trouve pas mes mots, ça doit être la fin de la journée, très poussés, très perfectionnés, très... Oula, je dois être revenu à 500 ou 600 mots de vocabulaire, mais je vais quand même y arriver. Donc, ces constats d'évolution de la pratique d'écoute de musique enregistrée, cette possibilité d'accès à 1000, 2000, pour pouvoir porter sur soi 3000, 4000 morceaux sur un petit morceau de lecteur MP3, nous ont amené à nous intéresser à deux niveaux. L'articulation entre les pratiques culturelles et les pratiques culturelles et médiatiques, les pratiques d'écoute de musique enregistrée et l'usage des technologies de l'information et de la communication. L'articulation ou à l'ajustement, deuxième niveau, l'ajustement réciproque entre les évolutions de ces pratiques permises par Internet et le numérique et les profondes mutations que connaissait et que connaît encore l'industrie phonographique. En première approximation, il m'est semblé que ce sont effectivement les tactiques venues d'en bas qui sont venues remettre en question les positions acquises dans le marché de la musique, aux positions acquises notamment par les majors, les pratiques au quotidien qui, d'une certaine manière, ont un impact un peu tellurique sur le marché de la musique enregistrée. Donc l'appropriation sociale de cette innovation technique qui est venue bousculer les positions des majors, sans qu'on en puisse pour autant parler de rupture dans les pratiques et les représentations des auditeurs. En toute rigueur, la copie est au fondement du fonctionnement des industries culturelles. Dès lors que les industries culturelles sont apparues, la notion même de copie est au fondement de toute forme de pratique culturelle et médiatique. Donc, d'une certaine manière, l'idée était de comprendre l'articulation entre l'évolution des pratiques d'écoute de la musique en régime numérique et la restructuration du marché de la musique. Donc, cette démarche revient finalement à considérer que les mutations profondes que continue à connaître la filière musicale ne peuvent être appréhendées et comprises sans prendre en compte qualitativement l'évolution de la pratique d'écoute de musique enregistrée auprès des auditeurs. Ce qui nous a amené à nous intéresser à trois niveaux. Donc, qui nous permet de prendre des coups de fusil un peu partout. C'est presque un triple privilège de pouvoir à la fois se coller les sociologues de la culture, les sociologues des usages et les économistes de la musique. Donc, d'essayer d'articuler dans un même cadre d'analyse la place prise par l'éthique dans le cadre des pratiques culturelles et médiatiques, en nuançant notamment les discours exagérément optimistes et ou déterministes autour du rôle de ces techniques, l'évolution des valeurs d'usage de la musique, donc dans le cadre de ces pratiques d'écoute de musique, compte tenu de la profusion des contenus permise par la numérisation, pouvant éventuellement, en tout cas, on voit dans le cadre de plateformes telles que Facebook, les plateformes telles que
Facebook ou YouTube, à une forme de réification des goûts. Là aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je suis peut-être un petit peu trop allusif à ce niveau-là, c'est aussi ça l'exercice de la communication. Et l'évolution donc des stratégies industrielles des firmes concernées, notamment dans leur tentative d'intégration des tendances à l'esthétisation du quotidien des auditeurs, et donc notamment, on peut le voir avec les stratégies mises en place par Spotify, avec, nous le verrons par la suite également, les playlists supposées coller à l'humeur du moment. Donc, cette manière d'interroger les pratiques d'un point de vue qualitatif, c'est décomposé avec 6 entrées. 6 entrées où j'interrogeais les auditeurs sur l'entrée première qui n'était pas forcément celle qui m'intéressait le plus, mais qui était une manière de rentrer dans la conversation, on va dire, de rentrer dans l'entretien sur ce sur quoi les auditeurs sont peut-être le plus disposés à discuter, leurs goûts et préférences musicales. Ce qui m'intéressait plus arrive ensuite, les moyens utilisés pour s'informer et faire des découvertes, les moyens utilisés pour accéder, s'approprier des contenus musicaux, les technologies utilisées pour écouter de la musique enregistrée, l'évolution dans le temps, pour les moins jeunes, de la pratique d'écoute de musique enregistrée, et les formes de rapport et d'attachement à la musique pour clôturer l'entretien. Là aussi, ce n'est pas forcément ce point-là sur lequel j'avais le plus d'intérêt. À ce titre, je mets en place aussi une forme de prudence terminologique, et notamment sur les termes de discomorphose et numérimorphose, que j'utilise également, mais qui me semblent toutefois un peu piégés, dans le sens où ils peuvent nous amener à des formes de déterminisme technique et éventuellement également mener à des formes de coups de force théoriques autour des potentialités permises par la technique. La technique permettrait, les systèmes de recommandation permettraient de diversifier les goûts musicaux, les techniques de recommandation permettraient de mettre en place un modèle économique basé sur la recommandation qui pourrait assurer ensuite la valorisation marchande de l'expérience musicale. Et je me permets de citer sur une thématique un peu différente, mais qui me semble-t-il permet aussi revient sur les prudences qu'il faut avoir par rapport à l'étude de la technique et la place de la technique, de Gaëtan Tremblay et de Jean-Guy Lacroix, autour des questions de la convergence qui ont occupé beaucoup des chercheurs en économie, en sciences de l'information et de la communication dans les années 90, où ils nous disent sur la convergence que même possible techniquement, la convergence des systèmes de communication ne se réalisera pas sans volonté politique et économique, sans cadre juridique et réglementaire approprié et sans une certaine acceptation des usagers. La convergence n'est pas un donné, résultat d'un processus irréversible. Celle-ci se présente plutôt comme un construit social dont les contours résultent tout à la fois des contraintes liées aux logiques socio-économiques dominantes et de l'action plus ou moins efficace des divers groupes sociaux. En gros, le fait que des entreprises puissent proposer des outils supposés extrêmement performants en termes de recommandation ne veut pas dire qu'elles répondent nécessairement à une demande sociale de ce point de vue-là. Et les entretiens que j'ai pu mener sont viennent très sensiblement nuancer les prétentions de Spotify et de Deezer de ce point de vue-là. Une fois encore, il faudrait voir dans le temps comment évolueront ces pratiques-là. Une fois encore, arriver peut-être à un corpus un tout petit peu plus représentatif. J'en ai bien conscience. Donc les principaux points qui ressortent de ces entretiens, et là pour le coup effectivement je ne vous apprends pas grand-chose, le fait que la musique reste effectivement un fort marqueur identitaire et de définition de soi, encore plus en régime numérique qu'il ne l'était auparavant. La pratique même s'est différenciée selon les contextes d'écoute, la possibilité justement d'écouter la musique à peu près à n'importe quel moment de la journée permet encore plus de différencier cette pratique-là au quotidien. Ce qui nous amène également à considérer, et là encore comme l'avait évoqué un auteur tel que Mauls, que l'authenticité n'est plus tant du côté de l'œuvre musicale, mais davantage du côté de l'écoute. Et on le voit du point de vue des plateformes supposées orientées usage et utilisateur, qu'il y a une attention toujours plus grande à apporter à l'expérience utilisateur. Sachant que l'expérience utilisateur que se représentent ces plateformes est peut-être un petit peu à côté de ce que l'expérience utilisateur réelle, qui, je spoil un peu la suite de ma communication, est essentiellement faite de bricolage, et pas forcément d'une volonté d'optimisation des découvertes, de la découverte musicale. D'une certaine manière, ces plateformes vendent quelque chose, font une promesse qui n'est pas forcément attendue de la part des auditeurs. Mais là aussi, on peut en discuter. En d'autres termes, et je continue sur la question de l'authenticité, la musique, de plus en plus, ça aussi, c'est des choses que je ne vous apprends pas vraiment, et la musique enregistrée est asservie au temps de l'auditeur.
Donc, et ce qui implique notamment que cette pratique culturelle est de plus en plus vécue sur le mode ubiquitaire. Ce sont des choses qui ressortent des entretiens. La question de la recommandation, à proprement parler, ne ressort pas de manière très puissante. C'est pas faute d'ailleurs de les avoir un peu titillés de ce côté-là. On voit aussi que sur ces tendances-là, la numérisation agit davantage comme un accompagnateur, un catalyseur d'évolution sociale, de pratiques sociales, elle, pour le coup, davantage inscrite dans le temps long, à comparer avec le temps court de l'innovation technologique. Donc ce que nous avons pu finalement observer, là, de 2009 à 2015, en tout cas les premières pistes de 2015 le confirment également, une tendance, là aussi, j'ai l'impression de ne pas vous apprendre grand-chose, mais un renforcement d'une tendance à la musicalisation du quotidien des enquêtés, une musicalisation qui s'inscrit elle-même dans une tentative d'objectivation et de définition de soi de par les sujets dans leur consommation musicale et dans leurs goûts musicaux. Et une objectivation qui se réalise de plus en plus dans le cadre d'une hyper-œuvre de contenu, ce qui pose effectivement à nouveau frais la question du choix, la question de que choisir. C'est-à-dire que toutefois, cette hyper-offre n'exonère pas nos éditeurs de cette obligation de choisir. Et donc les promesses de l'illimité se retrouvent confrontées à des contraintes bien réelles du fait que nous n'avons que 24 heures dans la journée, que nous devons dormir et que nous allons mourir. Et donc à un moment, il faut choisir. Et bah oui, là aussi, je vous avais dit que vous n'apprendrez pas grand-chose. Donc finalement, cette offre quasi illimitée se confronte à une autre contrainte qui est celle du budget temps. Et d'une certaine manière, la promesse de ces plateformes, c'est de pouvoir optimiser ce budget temps. Mais ce qui ressort des entretiens, c'est qu'une fois encore, on a davantage à des bricoleurs, c'est-à-dire des auditeurs qui se retrouvent sur des prescripteurs extrêmement classiques, la télévision, la radio, l'entourage, les amis, et surtout, et avant tout, le hasard. C'est-à-dire que la manière de découvrir la musique ne se fait pas de manière, une fois encore, systématisée et algorithmique, de la même manière que le font comme le peut l'envisager les plateformes, mais selon à un moment une musique qui vous interpelle, un ami qui vous apporte cette musique, vous êtes devant la radio, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, et la télévision et la radio restent encore en 2015 des prescripteurs extrêmement puissants de ce point de vue-là. Donc là, questionner le rapport entre permanence et continuité, et rupture et continuité, là aussi se fait de manière extrêmement complexe. En 2015, ceci dit, certains points qui ressortent au niveau du hasard, justement, Facebook fait partie des outils de découverte au hasard, c'est-à-dire des amis qui peuvent poster sur leur page Facebook des contenus musicaux, s'insèrent dans ces formes de découverte chemin faisant, on va dire, et une fois encore non construites de manière systématique. Donc, une fois encore, cette recherche de nouveautés, les plateformes répondent à une demande qui n'existe pas, non, j'exagère un peu, mais qui n'existe pas, qui ne semble pas exister, c'est la majorité des auditeurs, de mettre de l'ordre, ou en train de rationaliser ce processus de découverte. Par ailleurs, si la musique a bel et bien une fonction sociale, et les plateformes telles que Spotify ou Facebook entendent bien capitaliser sur cette fonction sociale, nous n'avons pas observé, en tout cas une fois encore la question a été posée de manière assez... au début détournée de manière assez frontale ensuite, observer de dispositions à payer pour cette dernière, ce qui pose un réel problème de modèle économique. C'est-à-dire qu'à un moment, le modèle éditorial qui consiste à acheter à l'unité un CD, 2 minutes, 3 pages de notes, je vais y arriver. Le modèle éditorial qui consiste à assurer la valorisation d'un contenu fonctionne dans une certaine mesure dès lors qu'on arrive à mettre en place des structures, un vigile à la sortie de la FNAC pour empêcher le piratage et empêcher le vol. Si on veut mettre en place un modèle de revalorisation qui se pose autour de l'expérience musicale en tant que telle, autour de la pratique en tant que telle, il faut être suffisamment gros et avoir autre chose à vendre derrière, tout simplement. C'est-à-dire qu'on voit l'échec de nombreuses plateformes de streaming. Qobuz, là, pour le coup, l'actualité me donne dramatiquement raison en partie. En tout cas, Qobuz vient de mettre la clé sous la porte, en tout cas non, est en redressement judiciaire depuis hier, donc cherche un repreneur. Donc, la musique est bel et bien une fonction sociale, nous n'avons pas observé de disposition à payer pour cette dernière, ce qui ne veut pas dire que la marchandisation de cette fonction sociale n'est pas envisageable et facilitée par le numérique. C'est-à-dire que
on revoit par exemple les propositions, le fait que récemment, Facebook vient de lancer une petite application qui s'appelle Music Stories. C'est-à-dire que chaque utilisateur peut mettre en ligne 30 secondes de musique qui raconte un petit peu sa vie d'une certaine manière. Et donc qui permet de renvoyer sur les plateformes d'Apple Music et de Spotify. Mais on va revenir, du coup, j'en étais où? Oui, donc ça vous l'avez déjà vu, je n'ai pas avancé. On va revenir rapidement, puisqu'il ne me reste plus qu'une minute, a priori, sur la promesse de Spotify. Le succès, finalement, des outils, des plateformes de streaming se situerait, a priori, moins forcément du côté de la supposée des outils de recommandation, qui est un critère purement technique, que leur capacité à générer des externalités, ce qui est là un critère socio-économique, et également à nouer des alliances. On voit par exemple la dépendance de Spotify et de Deezer vis-à-vis des opérateurs de télécommunications locaux. En France, Bouygues avec Spotify et Orange pour Deezer. En d'autres termes, le streaming et les différents services musicaux semblent difficiles à rentabiliser seuls. C'est-à-dire que la prétention de Spotify à accompagner toute la journée et produire la BO de notre vie, ce qui répondrait finalement à certains éléments qui sont ressortis de nos enquêtes, ne semble pas pouvoir se réaliser. Dans le sens où on sait que Spotify est valorisé à hauteur de 7,6 milliards d'euros et que son chiffre d'affaires est actuellement de 1,08 milliard d'euros en 2014, mais n'a jamais été rentable depuis 2008. 75 millions d'abonnés dans le monde, 20 millions payants, 16 millions pour Deezer, 6 millions 3 payants, 6,5 millions pour Apple Music. 75 millions, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. C'est-à-dire que 75 millions, quand on ramène au nombre de personnes qui écoutent de la musique dans le monde, quand on ramène au nombre de personnes qui utilisent YouTube pour accéder à des contenus musicaux. C'est-à-dire qu'on a tendance à présenter YouTube comme une espèce de monstre endormi qui n'a pas encore un grand souci de rentabiliser l'écoute de musique, mais dont on s'imagine qu'à un moment ou un autre, dès lors qu'il répond que dans les pratiques d'écoute, il fait partie des outils les plus utilisés et qu'il a atteint la masse critique d'utilisateurs, il pourra se servir des externalités de la musique pour valoriser d'autres produits, vendre de la publicité. Pour Apple, vendre des iPhones et vendre des iPads. Donc on est sur un modèle où une fois encore, la possibilité, une plateforme de streaming seule, et là, me semble effectivement difficile à pouvoir arriver à un niveau d'équilibre et de rentabilité. Mais par contre, ce qui semble être l'horizon probable de Spotify, c'est peut-être bien d'être acheté par un des GAFA, par un des Google, Apple, Facebook ou Amazon. Hypothèse que les dirigeants de Deezer n'excluent plus vraiment depuis leur introduction relativement ratée en bourse, enfin complètement ratée, qui devait les voir à valoriser à hauteur de 1 milliard d'euros et qui maintenant n'excluent absolument plus le fait de pouvoir être, enfin, ils font partie des hypothèses de se faire racheter par une de ces grandes entreprises. Donc on voit là, on a là à faire finalement des logiques fondamentalement économiques, des économies logiques et fondamentalement marchandes, et pas uniquement et techniques. Il y a plein de choses que je n'ai pas pu évoquer, mais du coup on finira sur la citation, où finalement quand Astro Taylor, responsable de Google X, nous dit que les dynamiques sociales doivent évoluer en fonction des évolutions technologiques, on a là un discours qu'il a prononcé dans le cadre d'un entretien au Monde Festival, qui était un petit peu provoquant. Et je préférais plutôt, pour essayer d'analyser ces mutations socio-économiques, m'en tenir aux propositions d'Abraham Molls, qui nous rappelle, en 1986, que l'être humain ne se modifie que très lentement dans ses attitudes, dans ses désirs et dans ses tables de valeurs. Son adaptation à la société technologique reste toujours extérieure, mais l'être interne n'est pas très différent de ce qu'il était il y a quelques siècles. Il sait que de façon générale, il existe un délai quasi biologique pour accepter le changement. L'homme, le petit homme, reste à la mesure de toute chose. J'espère avoir été clair, j'ai l'impression d'avoir été un peu confus. Merci.